Bonjour à tous et bienvenue sur RCF. Il est 8h10 et ce vendredi, nous sommes à la veille du 9 novembre, 30 ans jour pour jour, après la chute du mur de Berlin. Et à cette occasion, notre grande invitée est franco-allemande et nous a offert il y a quelques mois un très délicat récit choral intitulé « 3 jours à Berlin » et publié chez Sabine Vespizer. Christine de Mazières, bonjour. Bonjour. 3 jours à Berlin, c'est votre premier livre, nous allons en parler. Pour en dire un peu plus sur vous, disons que vous êtes une femme de lettres et de culture, haut fonctionnaire, et vous avez de 2006 à 2016 dirigé le syndicat national de l'édition. Christine de Mazières, première question, où étiez-vous ce 9 novembre 1989 et comment avez-vous vécu la chute du mur ? Alors le 9 novembre 89, j'étais à Paris, je travaillais déjà, et le soir du 9 novembre, en fait, je donnais un cours d'allemand à l'université. Et quand je suis sortie et que j'ai appris de ce cours, j'ai appris la chute du mur, je n'y croyais pas. Un mois encore avant, j'étais à Berlin et j'y avais donné rendez-vous à une cousine qui habitait à l'Est, parce que j'ai des cousins à l'Est et à l'Ouest. Et elle était en pleurs au poste frontière pour me dire au revoir. Et elle me disait, tu sais, peut-être dans 20 ans, je serai devant ta porte. Et je pensais, mais même pas dans 100 ans. On n'imaginait pas. Dans ce livre, vous le racontez, tout commence par un petit mot, Absofort. Qu'est-ce que ça veut dire et qui le prononce ? Absofort, dès maintenant. C'est les deux petits mots qui font basculer en fait l'histoire. Et c'est fascinant parce qu'un événement d'une ampleur aussi importante que la chute du mur n'a été déclenché finalement par aucun acte conscient. Ces petits mots sont prononcés par le porte-parole du Politburo, du Parti communiste est-allemand, qui donne une conférence de presse le soir du 9 novembre, qui se termine à 19h. Et c'est un moment où les choses commencent un petit peu à bouger. Il y a des manifestations qui ne sont plus autant réprimées. Gorbatchev est venu un mois auparavant pour les 40 ans de la RDA et il a dit aux vieux dirigeants octogénaires, Honecker, il faut que ça bouge un petit peu. Et donc il y a un projet de réglementation sur la sortie, le droit de sortie, de voyage qui est en préparation. Et ce porte-parole du parti très officiel, on lui colle dans la main juste avant la conférence de presse un bout de papier pour lui dire tiens, tu pourras en parler, c'est la réglementation, mais par contre c'est juste un projet. Et lui, il n'est pas au courant et il improvise quand on lui pose la question, quand un journaliste italien lui pose la question, mais cette liberté de voyager, elle est à partir de quand ? Il dit dès maintenant. Et c'est le petit grain de sable qui fait tout basculer parce que personne n'est préparé et que donc les gens à l'Est vont vers le mur. Ils sont enhardis finalement, ils prennent espoir en se disant c'est un officiel qui a dit ça. Et tout va se passer très vite, timidement au début et puis dans une sorte de liesse populaire ensuite. Et c'est incroyable parce que ces gens qui ont peur, ils ne quittent pas les postes frontières parce que malgré les soldats qui leur disent de partir. Les soldats sont très embêtés, sont même un peu terrifiés parce qu'ils n'ont plus d'ordre. La hiérarchie ne sait pas quoi faire, c'est pas prévu. C'est un pays quand même très hiérarchisé et assez discipliné. Et donc, tout le monde est finalement acquiert là, à ce moment-là, une petite marge de liberté. Les gens vont vers le mur et les soldats, à un moment, ils doivent prendre des décisions sans aucun ordre, d'en haut. On a oublié comme l'ex-RDA était un régime gris qui imposait une vie sans couleur à ses habitants. Il faut peut-être le rappeler. La RDA ne pouvait pas exister, pas survivre sans enfermer sa population dans un mur, déjà. Et c'est vrai que c'était un pays très encadré. On était de la naissance à la mort complètement pris en charge dans un système avec une idéologie officielle et puis un système de surveillance extrême. Lorsqu'on était plus de 3 personnes, on avait de fortes probabilités d'avoir un rapport qui atterrissait à la Stasi, la police secrète. Et tout le monde surveillait tout le monde, c'est ça ? C'était extrêmement répandu, extrêmement. Donc on était très méfiants. Après coup, les gens, quand ils ont regardé leur dossier de la Stasi, ils ont été effarés de voir parfois des gens très très proches qu'ils n'auraient jamais soupçonné avoir été contraints par le chantage et la pression à écrire des rapports. Donc c'était une société très dure, mais en même temps, les gens se repliaient
beaucoup sur des niches, hein, on appelait ça une société de niche, et sur la culture. Donc les gens... Alors on va parler de la culture, mais quand même, avant de parler de la culture, parce que vous en parlez évidemment dans votre livre, et c'est très important, continuer à parler de ce régime communiste, c'était aussi un régime d'une grande brutalité. Oui, c'est un régime effectivement qui était dans la contrainte de sa population. C'est vrai que si on faisait une blague politique, on atterrissait en prison. Et si on cherchait à quitter le territoire, aussi, c'était 4 à 5 ans de prison très très dur. Donc c'était un régime, effectivement, c'était une dictature. Comment ça se passait? Parce que des gens de l'Ouest pouvaient venir à Berlin-Est, mais pas l'inverse, c'est ça? Alors les relations entre les deux Allemagnes ont été dans une confrontation terrible. En 61, le mur est construit comme ça, de manière extrêmement rapide, pour stopper l'hémorragie des Allemands de l'Est qui partaient à l'Ouest. Et pendant pas mal d'années, pendant une bonne dizaine d'années, c'est vraiment une confrontation totale. À partir de la Ostpolitik de détente de Willy Brandt et la reconnaissance des deux Allemagnes entre elles et leur entrée conjointe à l'ONU en 73, ça commence un petit peu à s'améliorer. Donc effectivement, les gens de l'Ouest ont un droit limité d'aller surtout visiter Berlin-Est. Et dépenser de l'argent. Ils sont obligés de changer 25 Deutschmark effectivement par jour. Ça, c'est un peu anecdotique, mais ça a marqué tous ceux qui passaient le mur. C'est pour faire entrer des devises ? Exactement, c'est ça, pour faire entrer les devises. Mais par contre, c'était plus difficile d'aller au-delà de Berlin-Est, qui était une sorte de vitrine. Et moi, je suis allée voir justement ses cousins qui étaient dans le Mecklembourg, au nord de Berlin, dans un petit village. Pour avoir un visa, c'était pas facile. Et ça l'était pour moi qui avait aussi un passeport français. Donc c'était très compliqué. On était scrutés. Il fallait tous les jours aller à la police pour se présenter. Et on était totalement surveillée. Christine de Mazières, dans ce livre 3 jours à Berlin, vous racontez comment des anonymes vont se retrouver entraînés dans cette page de l'histoire. C'était important pour vous de montrer que ce sont finalement des héros ordinaires qui ont participé à l'ébranlement du régime ? Oui, comme on le disait, il n'y a pas de décision politique claire. C'est en fait un acte manqué, quelque part, un quiproquo, du porte-parole du Parti communiste qui déclenche une série finalement de décisions, de micro-décisions, de glissements. Donc, d'une part, c'est important de souligner effectivement que les gens, le peuple... Rien n'est planifié. Ils entendent cette nouvelle à la télé de l'Ouest, d'ailleurs, qu'ils regardaient à l'Est, bien sûr, en cachette. Donc, ils vont voir et puis ils ne se laissent pas intimider. Donc il y a un changement, il y a un basculement à un moment où il bascule de la peur à une sorte d'espoir. Et ensuite, il y a la décision du commandant du poste frontière qui, d'une part, a évité un bain de sang, parce qu'ils étaient quand même surarmés. Et depuis 28 ans de l'existence du mur, les soldats étaient vraiment entraînés à tirer sur tous ceux à faire les morts. Et le dernier mort au mur, il ne faut pas l'oublier, c'était un jeune de 20 ans en février 89. Donc c'est voilà. Et puis il y avait Tiananmen en juin à Pékin qui avait montré que le régime communiste parfois aussi tirait et écrasait. Alors il y a ces jeunes gens. Et puis surtout dans votre livre, il y a Berlin. La ville, c'est presque le principal personnage de votre roman. Oui, Berlin est une ville fascinante, une ville qui, en tout cas moi, m'inspire énormément. J'y vais extrêmement souvent et je me sens... c'est une ville dans laquelle j'ai un sentiment assez étonnant, à la fois de la mémoire très présente d'événements terribles, à la fois de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, etc., la division. Que j'ai vécu. Et puis aujourd'hui, c'est une ville complètement ouverte, cosmopolite, un endroit extrêmement agréable. C'est vraiment une ville fascinante. Mais à l'époque, effectivement, c'était la division qui était marquante. Il y avait un îlot à l'ouest, les 3 secteurs français, anglais, américains, étaient devenus finalement Berlin-Ouest, qui était un endroit assez étonnant,
où comme les jeunes n'étaient pas obligés de faire un service militaire, ça drainait toutes sortes d'artistes, de gens voulant vivre une vie un peu alternative. C'était extrêmement vivant et une sorte de laboratoire social un peu fou et très attirant pour les jeunes. Et puis l'Est, effectivement, qui était la grisaille, qui était vraiment des gens ayant peur. Et on voit bien cette ambiance qu'on retrouve dans La vie des autres, par exemple, ce film. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de la culture pour résister à l'Est. Et dans votre livre, il y a un ange qui veille sur cette population. C'est l'ange des ailes du désir de Wim Wenders. Il y a aussi la poésie, le cinéma, la culture, la littérature, la poésie, le rock aussi. C'était une première façon de résister, de faire tomber les murs. Bien sûr, la culture permet de résister. C'est évident. En Allemagne de l'Est, les gens lisaient énormément de littérature. Alors, il y avait de la censure, mais il se passait sous le manteau plein d'œuvres. La musique, évidemment, a toujours été un moyen de résister. Et c'est vrai qu'on sait très bien, les prisonniers dans les camps, ils se récitaient des poésies, ça les faisait survivre, ça les faisait se sentir encore des hommes. Donc oui, c'est très important, surtout qu'on est dans une situation de désespoir, comme ont été beaucoup d'Allemands de l'Est qui se voyaient empêchés de vivre la vie qu'ils auraient voulu vivre. Christine de Mazières, sur quelles valeurs se sont retrouvés les Berlinois de l'Est et les Berlinois de l'Ouest ? D'abord, ça a été un immense élan de fraternité. Cette réunification, c'est ce que j'ai voulu raconter en premier lieu, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments de fraternité dans l'histoire du monde. On parle souvent de guerre et de construction de murs, mais quand un mur s'abat et que des familles se retrouvent et des voisins se retrouvent, c'est incroyable. Et donc ça a été vraiment des valeurs de paix. Essentiellement de paix. Il faut se souvenir que l'Allemagne était encore en situation de guerre. Le traité de paix de l'Allemagne n'a été signé que le 12 septembre 90. C'était encore, il y avait encore en tout cas, l'Est était occupé très clairement, était un vassal de Moscou. Et côté Ouest, il y avait évidemment plus de liberté, mais les Allemands vivaient dans un sentiment de la nécessité du pacifisme. Le pacifisme est extrêmement important en Allemagne. Et d'ailleurs, le pacifisme a été aussi un moyen de résistance à l'Est, puisque l'Est voyait une militarisation de la société. Christine de Mazières, il faut 3 jours pour faire tomber un mur ? Il a fallu quelques heures, en l'occurrence. Quelques heures. Les 3 jours, c'est les 3 jours de la réunion du comité central du Parti communiste, les 8, 9, 10 novembre. Et c'est les 3 jours où j'imagine mes personnages fictifs, notamment une jeune Française, venir à ce moment-là à Berlin. Mais en réalité, ça s'est passé en une soirée. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste du mur de Berlin ? Aujourd'hui, il y a... alors, Berlin, il y a plein de lieux de mémoire avec des bouts de murs, etc. Ça, c'est pour le folklore. Il reste, en fait, quand même, dans deux populations qui sont en partie différentes, notamment ceux qui ont vécu à l'âge adulte. Cette division et ces retrouvailles. Les Allemands de l'Est, aujourd'hui, qui sont cinquantenaires et plus, ils ont vraiment grandi dans une société qui a été balayée d'un coup. Donc c'est vrai que ça crée quand même des différences. La réconciliation n'est pas totale ? Elle n'est pas totale, mais elle est beaucoup moins dramatique que beaucoup de médias veulent bien l'entendre dire. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'articles, notamment en France, qui multiplient les analyses sur l'annexion brutale, etc. En réalité, la RDA s'est effondrée en elle-même. La RDA, il y avait une faillite économique et surtout morale totale. Et donc c'est pas une destruction volontaire de l'Ouest, c'est un effondrement. Mais aujourd'hui, est-ce que le mur existe encore dans les têtes ? Pas tellement, non, franchement. Les jeunes générations, non, je crois pas. Et peut-être chez les personnes âgées, il y a encore...
nostalgie, mais on est toujours nostalgique de sa jeunesse, donc tout est toujours mieux 30 ans auparavant. Mais c'est assez limité quand même, je pense. Alors depuis 1989, il y a d'autres murs qui ont poussé à travers le monde, et puis c'est aussi la désillusion après les différents printemps des peuples que l'on a pu vivre depuis. Pourquoi, à votre avis, ça a marché à Berlin ? Je pense que encore une fois, c'était un système qui était à bout de souffle. Donc il y a eu des prémices. Le mur s'est effondré parce que le système ne pouvait pas continuer. Oui, fondamentalement, une double faillite ou un double essoufflement, à la fois économique, parce que les systèmes ne fonctionnaient plus, l'économie planifiée, franchement, ne permettait pas d'investir, donc tout était consommé, c'était une faillite non seulement économique, mais aussi écologique, enfin, c'était une catastrophe, une économie de pénurie complète, et puis morale, c'est vrai que c'était des régimes qui ne survivaient que par le retrait de la liberté de leur population. Christine de Mazières, on arrive à la toute fin de cet entretien et pour terminer, je voudrais que vous nous lisiez une citation du poète Hölderlin que vous avez mis en exergue de votre roman 3 jours à Berlin. Geschieht doch alles aus Lust und endet doch alles mit Frieden. Toute chose, en fin de compte, advient par désir et toute chose s'achève dans la paix. Les dissonances du monde sont comme les querelles des amants. La réconciliation habite la dispute et tout ce qui a été séparé se rassemble. Merci beaucoup Christine de Mazières d'avoir été la grande invitée de notre matinale. Je rappelle votre livre, 3 jours à Berlin, c'est publié chez Sabine Vespizer.